Ça va très bien. L'actualité, Ça va? Nous sommes à Paris, hein. Ja, Le croissant. ça prouve que tout le monde a fait sa part. Et bon, on avait un objectif d'être dans, je dirais, entre 10 et 12 au début de saison. C'était un petit peu ce qu'on s'était fixé. On est neuvième, donc c'est bien au-delà de nos espérances. oh mon Dieu! Dankjewel. Well, there you have it, the most aggressive rider for the entirety of the Tour de France, representing Belgium for Lotto Destiny, Victor Campenaerts. Ouais, bonjour Stéphane. Bon, premièrement, j'aimerais savoir Bonjour. comment ça va et quelle est un peu l'actualité chez Lotto Destiny. Bah, ça va très bien. L'actualité, les Team Days sont passés déjà depuis quelques semaines. Les calendriers sont établis. Bon, je dirais que tout suit son cours pour le moment. On n'a pas de regroupement de prévu d'ici le mois de janvier. C'est un choix du staff sportif afin de préserver au mieux je dirais la fraîcheur mentale, parce que c'est vrai que les saisons sont super longues. N'ayant pas l'Australie au programme en début de saison, qu'on a souhaité ne pas participer. Donc du coup, c'est vrai que on se regroupe au mois de janvier, ça suffira. Et on l'a fait l'année passée, ça a très bien marché. Très bien. En avant de revenir sur 2024, un petit tour sur 2023. Pour faire le point, vous avez fini 9e du classement World Tour, dont première équipe pro team. Avec 21 victoires, dont justement 2 en World Tour. Comment vous jugez un peu le bilan de votre saison? Bah, c'est une saison, je pense, qu'on peut qualifier de pleine, qui est conforme, je dirais, à 100% de ce qu'on peut donner, en fait, avec la jeunesse du groupe. Euh, on a bien scoré. Il y a eu 10 vainqueurs différents dans la structure. Pour moi, c'est toujours important d'avoir cette balance entre le nombre de coureurs qui gagnent et par rapport à un leader qui pourrait prendre une grande partie. Ça prouve que tout le monde a fait sa part. Et bon, on avait un objectif d'être dans, je dirais, entre 10 et 12 au début de saison. C'était un petit peu ce qu'on s'était fixé. On est neuvième, donc c'est bien au-delà de nos espérances. Et j'espère qu'on va continuer sur cette même lancée sur 2024. Très bien. L'équipe, avant votre arrivée, en 2020-2021 a vécu quelques années un peu compliquées, ce qui a notamment coûté la relégation en Pro Team. Mais depuis que vous êtes revenu aux commandes, on a quand même l'impression que vous avez retrouvé cette régularité dans les victoires, dans les performances. Comment vous expliquez justement ce changement? Bah, je crois qu'il faut, bon, d'abord, comme je dis souvent, je ne commande pas les moments où je n'étais pas là. Donc, c'est difficile de qualifier le passé quand on n'était pas présent. Et c'est ce qui définit cette situation. Mais faut quand même reconnaître que 2020-2021 ont été des saisons compliquées, certes, pour tout le monde. Euh, pour avoir eu quand même connaissance de certaines choses, c'est vrai que c'était pas forcément évident chez l'Autodestinée à ce moment-là, parce que il y a eu beaucoup de cas de Covid et qui ont fait que voilà, il y a pas mal d'objectifs qui ont été mis à la trappe. Maintenant, je pense que cet élan qu'on a retrouvé en 2023, c'est pas mon effet, c'est un effet global où tout le monde a compris le sens des responsabilités, l'engagement. Il y a eu beaucoup d'énergie et puis la mayonnaise a pris tout de suite. Donc ça, c'est assez précieux. Maintenant, il n'est pas question de s'endormir sur nos lauriers. 2024 arrive, on met les compteurs à zéro et on est déjà sur des perspectives plus hautes, évidemment. Donc, la performance est un mouvement perpétuel où il ne faut absolument pas s'endormir. À partir du moment où on conçoit, où on pense que nous sommes arrivés à ce qu'on doit être, c'est là qu'on commence à régresser. Donc, on est toujours dans la recherche d'être meilleur demain. Heu et justement cette relance, on va dire, de votre équipe a été quand même incarnée par, un coureur qui est Arnaud Delis. Il a accumulé pas mal de victoires, dont ses premières en World Tour et compagnie. Expliquez-nous un peu ce qu'il apporte à votre équipe, que ça soit dans le collectif, en tant que leader, comment il est à l'intérieur de votre groupe? Expliquez-nous un peu le personnage Arnaud Delis. Bah, Arnaud, c'est c'est un garçon très simple, dans le sens où il ne se prend pas la tête. Il est extrêmement jeune, donc c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Il s'amuse sur un vélo, il aime la gagne, évidemment. À partir du moment où on le met sur la ligne de départ, il voit que la ligne d'arrivée a passé en premier.
Ce qu'il incarne dans le groupe, c'est vraiment un esprit de leader, c'est-à-dire qu'il il transmet la confiance à ses équipiers qui effectivement rehaussent leur niveau de facto. Donc c'est quelqu'un qui est très très positif pour le groupe. Mais encore une fois, c'est pas que Arnaud, c'est une bande de copains entre eux qui jouent au vélo, même si c'est pas un terme qu'on exprime souvent, mais voilà, pour eux, c'est prendre du plaisir, euh, toujours aussi avec sérieux, professionnalisme, mais on est dans un contexte vraiment très positif au niveau énergie, et ça, c'est important à préserver. Le plus dur, c'est de le préserver. Une fois qu'on l'a, c'est de le préserver. Mmh. Et pour rester sur Delhi, il y a ce qu'on pourrait qualifier comme moment fort de votre saison, qui a été, lors, du Grand Prix de Québec. Expliquez-nous un peu en tant que manager, quelles sont les sensations quand il y a un grand moment comme ça? Je pense que ça a été le moment le plus fort de mon année, en fait, en tant que manager, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait discuté déjà au mois de janvier à Denia. Faut savoir que effectivement, nous sommes invités sur toutes les grandes épreuves World Tour en étant dans les deux premières pro teams. Mais lorsqu'on doit se déplacer, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada ou sur des épreuves transcontinentales, l'équipe doit effectivement assumer tous les frais, ce qui n'est pas le cas pour une World Tour. Donc, on a un peu la double peine, à savoir qu'on a moins de start money que, que les World Teams, et en plus, on doit payer tout ce qui concerne les vols et les hôtels, les locations de voitures sur place, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour l'Australie, pour le Canada, c'était à peu près 60 000 euros de coût pour l'équipe. Donc, c'est forcément un investissement auquel on réfléchit à deux fois. Et c'est vrai qu'Arnaud nous avait promis une belle réussite là-bas. Et le fait, au-delà du fait que ce soit sa première victoire au World Tour, il y a eu tout ce contexte de préparation qui a fait qu'il y a la réussite au bout. Donc forcément, c'est une grande fierté, c'est une joie intérieure très forte. Et on sait que c'est une victoire qu'on appelle beaucoup d'autres dans ce style. Mmh. Et pour faire un peu la transition vers 2024, on va parler un peu des transferts. Il y a eu 5 départs et 5 arrivées de votre côté. Donc, du côté de départ, Caleb Ewan, Frédéric Frison, Michael Schwarzman, Rudiger Selig et Harry Sweeney. Et du côté des arrivées, donc on a 2 coureurs qu'on pourrait qualifier dans la fleur de l'âge avec, Jonas Gregard et Lionel Amigno, et 3 jeunes coureurs avec, Logan Curry, Jeno Bergmos et Henri, Van de Nobel. Comment est-ce que vous jugez et vous expliquez un peu ce mercato? C'est un mercato raisonnable, prudent, j'ai envie de dire. On a une base, une ossature qui est relativement solide. Ma vision, mon objectif est vraiment d'arriver en 2026, de revenir dans le World Tour pour performer et non pas pour survivre. Donc ça, c'est un travail qui s'anticipe et on est déjà sur cette construction-là. Donc l'important était évidemment de maintenir notre noyau dur de jeunes talents. Plus de 50% de l'équipe est issue de l'équipe de développement. Donc ça, c'est une vraie richesse. C'est ce qui fait nos résultats aujourd'hui. Et ça, l'Autodestiny l'a initié depuis déjà de nombreuses années. Euh, donc c'est quelque chose à laquelle on se tient. Henri Van Den Abel, par exemple, est issu de la Devo. C'est un retour après son départ chez DSM dans lequel il n'a pas réussi avec des ennuis de santé à performer. On espère bien le relancer. Mais voilà, on n'est pas sur des grands bouleversements. On fait avec nos moyens aussi, hein, c'est une évidence. Mais l'important est de pouvoir aussi investir dans le développement, dans la recherche, dans la performance, forcément. C'est des grands mots aujourd'hui qu'on dit, mais il faut que ça se suive d'actes clairs et précis pour les coureurs. Mmh. Justement, en 2024, si je compte bien, vous aurez 16 coureurs sur 29, avec 25 ans ou moins, donc ce qui est justement un effectif très, très jeune. Donc votre objectif, c'est de construire avec cette génération-là? Tout à fait, tout à fait. On a une base solide, avec Arnaud évidemment, mais derrière, il faut pas oublier les Lennart van den Velt, les Maxime Van Gils, Andreas Krohn, et j'en passe. Ils ont tous beaucoup de talent, donc 10 coureurs différents qui ont gagné cette année, c'est quand même important. Puis on a aussi des, euh, des capitaines de route, des gens qui fixent le cap aussi dans l'équipe,
comme Victor Campenaerts et Jasper De Beust. Tout ça, ce sont des coureurs qui sont extrêmement précieux pour la réussite du groupe. Mmh. Dans ce mercato, il y a quand même un mouvement qui a souligné, c'est la perte de Caleb Ewan. On sait qu'il a eu des derniers mois assez compliqués dans l'équipe. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur, ce qui s'est passé avec lui et ce qui a mené à son départ? Tout simplement, c'est vrai que bon, Caleb est un grand coureur, un grand talent, on le sait. Ça fait pas qu'une année qu'il ne performe pas, c'est quand même au moins 2 voire 3 ans qu'il n'a pas regagné d'une manière intéressante. C'est vrai que à partir du moment où on a ce statut, on se doit aussi d'avoir, au-delà des droits, on a aussi des devoirs. C'est ce que j'ai souligné. Je n'avais pas le sentiment que les choses matchaient bien entre lui et le groupe. Et encore une fois, j'ai pas de problème direct avec Caleb. C'est que je me fais le porte-parole aussi d'un groupe de coureurs. Vous savez, quand les sprints se déroulent à 60-70 km/h, il est important d'avoir son lead-out, ses équipiers autour de lui, ce qu'ils faisaient parfaitement bien. Sauf que la confiance, ça doit être partagée. Un coureur qui fait ce travail d'abnégation pour apporter son sprinter dans les meilleures conditions n'a pas le ressenti de confiance que le leader doit lui donner. Il ne va pas prendre tous les risques pour sa vie comme il le faisait. Donc, à partir du moment où il faut se poser autour d'une table et comprendre ce qu'on est capable de faire ensemble ou pas, ce qui a été fait. Moi, je souhaite le meilleur à Caleb. Je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, il va performer. Il va certainement performer chez Jaico. Ça, je n'ai pas le moindre doute là-dessus, dans le sens où il a du caractère et de l'orgueil. Il va vouloir prouver que. Mais c'est clair que si nous avions continué ensemble, c'était plus ou moins une saison ratée pour nous, d'un point de vue comptable, et pour lui, c'était probablement une fin de carrière. Donc, il faut être assez respectueux et intelligent par rapport à cela. Quand deux parties ne sont plus capables de fonctionner ensemble, il faut trouver la meilleure solution de séparation, ce qui a été fait, et je lui souhaite le meilleur. Mmh. Et justement, enfin, c'est quand même un peu une page qui se tourne avec lui, qui était dans l'équipe depuis de nombreuses années. Il a pas non plus, enfin, sur le papier en tout cas, été remplacé par une grosse star. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur justement vos jeunes coureurs pour, prendre sa place au niveau, même si comme vous le dites, il n'avait pas eu de grands résultats, mais au niveau de la performance, vous comptez sur, vos coureurs déjà présents? Ben, c'est toujours à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein. Donc, à partir de là, on en reparlera fin 2024. Mais je suis pas sur une logique de star ou de grands noms. Je pense que les grands noms, ils sont en devenir dans l'équipe. Donc, c'est une conviction qu'on partage en interne. Donc, on fait notre chemin. On nous donnait pas beaucoup de légitimité début 2023. On a prouvé le contraire, mais c'est encore à nous d'avoir la même réponse fin 2024. Mais le vélo, c'est ça, c'est aussi de l'instinct, c'est de l'intuition. Je travaille beaucoup à l'intuition et au ressenti. Il faut beaucoup de communication et je dirais que là, ça va être évidemment une, euh, une partie à gagner. Maintenant, bon, Caleb n'a pas non plus, c'est très difficile hein, de donner ou d'évaluer son impact sur le groupe sur 2023, mais pour moi, il est largement compensé, il sera largement compensé en 2024. Mmh. Très bien. Pour rester sur un niveau un peu plus terre à terre, en parlant du vélo justement, on sait qu'il y a Ridley qui risque de partir à la fin de cette saison. Où est-ce que vous en êtes dans la recherche d'un nouvel équipementier? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce sujet qui est un peu flou? Effectivement, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits. Pour l'instant, on ne peut pas communiquer sur ce point par respect aussi par rapport aux engagements qu'on a. Mais encore une fois, on est vraiment sur une logique pouvoir produire et de donner à nos coureurs les meilleures solutions possibles sur le plan de leur réussite et l'exercice de leur travail. Donc, le vélo est le premier outil de performance. Donc, il est important pour nous d'être attachés à cela, même si on a eu, encore une fois, de très belles années avec Ridley. Hein. C'est 12 ans de partenariat, ça s'efface pas comme ça. Il y a des susceptibilités, il y a des sensibilités qui parfois sont touchées, mais encore une fois, on a une vision, on a une logique assez claire, on sait où on veut aller, et pour ça, il faut parfois faire bouger des lignes. Donc, c'est pas toujours très simple, mais les informations arriveront
encore une fois, dans le respect de chaque partie, au moment où il faudra, mais il n'y a pas de souci, on est confiant par rapport à tout ça. OK, très bien. Bon, maintenant on peut passons sur 2024 et quels seront, simplement vos grands objectifs, de cette saison? Ah, gagner, toujours gagner. Ouais. J'aime bien, bon, c'est 21 victoires, eh bien, passons un cran au-dessus et encore, dans ces 21 victoires, on ne compte pas les classes 2, qu'on a aussi obtenues, parce qu'on a cette chance aujourd'hui de pouvoir, dû notre effectif relativement jeune, de pouvoir faire l'ascenseur entre la Devo et la Pro Team. Donc, c'est 21 victoires en classe 1 ou en World Tour. Donc, ça, c'est un super score. Donc, continuons, amplifions le quota World Tour. Ce serait top. Il nous manque transformer les trois deuxièmes places sur le Tour de France au moins en une. Ce serait génial. Et puis bah voilà, rester dans ce même haut du panier par rapport à ce top 10 mondial pour que on puisse assurer au mieux notre retour au plus haut niveau en 2025. Mmh. Fin 2026, fin 2025 pour 2026. C'est ça et vous l'avez justement évoqué, ce retour en World Tour en 2026. C'est l'objectif clair, est-ce que alors, on a eu plusieurs équipes qui nous disent justement que pour eux, enfin, justement, ce passage en World Tour ou cette non-relégation en fonction des équipes, passe, enfin, ils y font pas forcément «attention» entre guillemets, mais ça passe plus par les résultats et ils font pas voilà, c'est pas leur «priorité» entre guillemets. Vous, c'est quand même un objectif, assumé et de revenir dans l'élite et d'y rester pendant de longues années. Bah, je pense que c'est un peu une langue de bois de dire qu'on garde pas les points et que on préfère les victoires, bien sûr, mais même si tout est rassemblé, évidemment, quand on gagne, on marque des points et ainsi de suite. Mais c'est évident que tout le monde est concerné par cela. Je pense qu'il y a eu justement une mauvaise interprétation ou bah, je dirais un manque de conscience par rapport aux enjeux en ce qui concerne en tout cas l'équipe Lotto sur les 3 dernières années qui a amené à cette relégation, c'est qu'il y a eu un réveil un peu tardif. On connaît les règles aujourd'hui, elles sont claires. On a vu que les sanctions pouvaient tomber. Peut-être qu'il y avait une illusion de penser que c'était un statut acquis. On a vu que non. Donc c'est pour cela qu'il faut être vraiment sensibilisé à cela. Mais comme je le dis souvent, et ce que j'ai dit en début de saison sur le premier stage, on explique les règles, on en parle une bonne fois, et après on ne fait qu'y penser sans rabâcher systématiquement les règles. Les coureurs ont complètement compris la chose. Donc les points, on en a parlé, oui, effectivement, au mois de janvier. Mais après, en ce qui concerne le staff, évidemment, on est obligé de tenir une comptabilité régulière. Même si c'est comme dans un chrono, quand on est à fond, mais quand on est en retard, c'est difficile d'en remettre. Bah, c'est un peu pareil. Donc il faut rester dans le bon timing. Mais ça fait partie des règles et ça fait partie des responsabilités d'un groupe sportif de savoir où est-ce qu'il se situe. Mais c'est pas une obsession non plus. À partir du moment où les choses vont bien. Et c'est vrai, quand ça gagne, de toute manière, la comptabilité va d'elle-même. Donc, pour l'instant, ça reste important et on se doit de le suivre régulièrement. Mmh. Et pour rester sur ces points, en 2023, vous avez préféré, skipper le Giro, ne pas y participer. Est-ce que vous serez au départ de Turin en 2024 ou c'est encore en discussion? Où est-ce que vous en êtes? Alors, si on avait décidé, on a choisi de, de skipper le Giro, c'est avant tout par rapport à la jeunesse du groupe. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup de coureurs qui sont ouais, moins de 25, moins de 23 ans. Et la question est de dire qu'est-ce qu'on va chercher et dans quelle mesure ça rentre dans leur formation, dans leur développement, de la manière la plus cohérente possible. Tout le monde ne s'appelle pas Evenepoel ou Pogacar ou Ayuso. On n'a pas que des précoces. Donc, il faut savoir suivre et s'adapter à ces talents-là. Est-ce que c'est une erreur ou pas On était partagés. C'est avéré que ça n'était pas une erreur parce que le Giro arrive juste après les classiques. Pour nous, les classiques, ça reste un point d'orgue extrêmement important. Donc, c'est vrai qu'une grande partie de l'équipe est full gas et qu'il faut avoir un temps de récupération derrière. Il y a aussi un temps pour préparer l'échéance du Tour de France avec les stages en altitude qui mobilise forcément à la fois du staff et forcément des coureurs par rapport à ces échéances-là. Donc ça a été un bon choix.
pour 2024, est-ce qu'on va coller à cette stratégie-là? On est en train vraiment il y a du débat, et ça j'aime bien entre le staff sportif, les entraîneurs et le département performance. Euh, Parce que voilà, c'est pas une question de se dire n'est pas trop favorable à la politique de la chaise vide, mais c'est vrai que est-ce que ça coïncide en 2024 à nos capacités de manière on a fait une saison pleine cette année. Si on regarde bien, il n'y a pas eu de creux. Et je pense que c'est principalement dû au bon choix de calendrier. Donc jusqu'à Guangxi, l'équipe a été performante. Donc on souhaite avoir ce même contenant et voir si on peut rajouter effectivement un troisième grand tour. Si c'est pas en 2024, ce sera certainement en 2025 parce qu'on se doit se préparer 2026. Mais là, c'est encore en pointillé, même si en 2023 c'était très clair, en 2024 c'est plus discuté. Mais pour l'instant, on se donne une bonne quinzaine de jours pour statuer cela. OK, très bien. Donc, on a compris, si c'est ça, que vous n'aurez pas de stage en décembre. Quels sont les prochains rendez-vous, factuels pour votre équipe? Ouais, donc le stage en décembre, on l'évite évidemment pour une question de fraîcheur psychologique. C'est toujours une énergie qu'on dépense, sachant que tous nos coureurs sont en Espagne actuellement, en famille, entre copains. Mais le contexte est différent. On n'est pas dans une logique de stage d'équipe où il y a déjà beaucoup de sollicitations. Donc nous, la présentation d'équipe aura lieu le 5 janvier prochain en Belgique. On partira dans la foulée à Dénia pour 8-9 jours de stage. Ce sera le seul point d'orgue collectif qu'on aura commun pour cette saison, puisque derrière, on dispatche l'équipe sur divers stages en altitude au TID, puis à Sierra Nevada, enfin, tout au long de l'année, par des groupes avec des objectifs bien précis. Le groupe classique, évidemment, le groupe des grands tours, et puis aussi les courses intermédiaires qui sont très importantes pour nous aussi. Donc ce sera comme ça que va se dérouler la préparation des coureurs. Très bien. Mais tout simplement, bah, pour finir, qu'est-ce qu'on peut, vous souhaiter pour ces prochains mois et cette année, tout simplement 2024? Bah, moi, je vais me souhaiter une année un peu plus calme, parce que c'est vrai que ça a été une entrée en matière relativement lourde. Euh, je perdrai pas de la mémoire ce que j'ai vécu avec le décès de Tyler Decker au mois d'août, qui a été, je pense, le moment le plus douloureux de ma vie, de manager en tout cas. Je souhaite jamais le reconnaître, mais effectivement, vivre ça en tant que manager, c'est extrêmement compliqué. De remobiliser un groupe dans telles circonstances, ça a été vraiment éprouvant. Donc voilà, autant le plan sportif a été extrêmement riche et extrêmement généreux avec nous, qu'il continue à l'être, mais d'une manière d'émotion négative ou tragique comme ça, j'aimerais qu'il soit un peu plus ensoleillé. Donc pour 2024. OK, très bien. Bon, ben merci beaucoup pour avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu et bon, on vous Merci à souhaite, vous, bon courage et bonne chance pour cette saison. Merci. c'est très gentil. Merci. Au revoir.